Maxi-Test vous est présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi-Test, votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, au 75 avenue de la Grande Armée, adresse illustre de l'industrie automobile puisqu'il s'agit du siège de la maison Peugeot, où nous venons à la rencontre de notre invité du mois, Jean-Philippe Imparato, le nouveau grand patron. Dans cette émission, nous allons découvrir le plus chic des crossovers, une compacte survitaminée et une des voitures qui devrait marquer l'actualité de cette fin d'année. Tout de suite, découvrons le sommaire en images. Dans cette édition de Maxi-Test, nous prendrons le volant du nouveau SUV de Mercedes, le GLC Coupé, le surprenant nouveau Peugeot 3008, sans oublier bien sûr l'incontournable rubrique News, et enfin une interview exclusive du nouveau président de Peugeot Automobile, Jean-Philippe Imparato. C'est probablement un des crossovers les plus luxueux du moment. Direction la frontière franco-italienne pour la découverte du GLC Coupé. Mercedes a mis le temps, mais la marque ne compte plus laisser BMW seul sur le marché des SUV coupés de luxe. GLE face à X6 et maintenant le X4 va devoir affronter le tout nouveau GLC Coupé. Même combat et même recette, on prend la version normale du modèle, on dynamise son look et hop, le tour est joué. Et pour le tester, il fallait un environnement à la hauteur de son standing, alors direction l'Italie et la vallée d'Aoste. Le GLC Coupé, c'est du pur jus Mercedes. La face avant reprend à l'identique celui du GLC classique. Feu à LED, calandre avec étoiles surdimensionnées et lignes tendues, on navigue exactement dans le design en vogue en ce moment à Stuttgart. Sauf que là, le profil est beaucoup plus élancé. La surface vitrée réduite et le haillon très incliné. Mercedes applique donc parfaitement les codes de ce segment de niche. L'arrière massif ne manque pas non plus d'élégance, mais on le confondra assez facilement avec celui de son grand frère, le GLE Coupé. À l'intérieur, on pénètre dans l'univers du GLC, lui-même jumeau de celui de la classe C. Rien à dire sur la présentation, elle est nickel. La console moderne ne compte que quelques boutons. La finition frôle l'excellence. Face à soi, deux gros compteurs, un écran couleur au milieu. La grosse tablette non tactile trône au-dessus de la console. Il fait le plein d'équipements, avec même la navigation de série. Évidemment, on se sent bien plus confiné que dans le GLC normal. La visibilité vers l'arrière s'en ressent, mais on est parfaitement installé à bord. Sauf pour les plus grands à l'arrière. Côté coffre, comptez 500 litres en n'oubliant pas les rangements sous le plancher du coffre. Le GLC Coupé veut se distinguer du GLC par sa sportivité. C'est une sportivité qu'on va retrouver à l'extérieur avec une ligne retravaillée à l'avant et surtout à l'arrière, qui rappelle d'ailleurs celle du GLE Coupé, son grand cousin. Et puis cette sportivité s'exprime également à l'intérieur avec de nouvelles motorisations et surtout un système de suspension pilotée, deux systèmes en fait sont disponibles, qui visent à rendre ce châssis beaucoup plus sportif. Alors moi ce que je vous propose c'est que nous partions l'essayer sur les routes de montagne de la vallée d'Aoste. On y va. Notre version 250D a droit sous le capot à un 4 cylindres turbo diesel de quelques 204 chevaux. Autant le dire tout de suite, il ne manque pas de souffle et suffit largement pour emmener sans peine ce lourd SUV. En fait, au volant, il ne se distingue pas d'un pouce de son frère GLC.
Les performances égales au 10e près impressionnent tout autant quand on met le pied au plancher. La boîte automatique compte, excusez du peu, pas moins de 9 rapports, rien que ça. Heureusement, elle est plutôt bien réglée, on ne jouera donc pas trop avec, même sur nos routes de montagne qui nous servent de terrain de jeu. Grâce à l'amortissement piloté, le châssis se retrouve rarement dans des situations délicates. D'abord, il offre un confort tout simplement remarquable, même s'il ne fait pas oublier qu'il s'agit d'un poids lourd. En mode sport, il s'écrase un peu sur ses appuis. Non, le SUV au comportement de ballerine n'a pas encore été inventé. De toute façon, on n'avait pas envie de bousculer cette voiture taillée pour l'autoroute et qui adore aligner les bornes sans sourciller. Avec ses nombreuses aides à la conduite, le GLC Coupé assure les liaisons en toute quiétude sans se fatiguer, ce qu'apprécieront bien évidemment en premier ses propriétaires avec la sécurité de la transmission intégrale en plus. Eh bien, c'est un pari réussi pour le GLC Coupé puisque on a vu que même sur les petites épingles de montagne, il se défendait très bien avec un comportement routier parfaitement sain. Notre motorisation, c'était le 350 diesel de 280 chevaux qui s'illustre une fois de plus par sa frugalité, même en route de montagne. Et puis, il faut reconnaître qu'avec les différents modes de conduite proposés par le Drive Select, économie, confort, sport et surtout Sport Plus, on se retrouve avec un véhicule profondément typé sportif et dont le comportement, même sur chaussées dégradées et même sur des routes de montagne, est absolument parfait. C'est une auto qui saura trouver son public parce qu'elle rappelle l'élégance du GLE sans en avoir la carrure si imposante et qui lui permet donc de trouver son public pour un usage mixte, urbain et routier. Soyez rassurés, il coûte cher comme on l'attend d'un véhicule Mercedes, dès 53 000 €. Notre facture dépasse allègrement les 60 000 € avec ces quelques options. En face, BMW ne s'affiche pas vraiment meilleur marché, il n'est donc plus seul car son concurrent à l'étoile affiche des prestations tout aussi convaincantes. Tout de suite, on retrouve les nouvelles qui ont marqué l'actualité automobile du mois. 1 072 697, le nombre de personnes qui ont passé l'entrée du parc des expositions de la Porte de Versailles pour admirer les nouveautés automobiles de l'édition 2016 du Mondial. Un chiffre de fréquentation en baisse par rapport à l'édition précédente qui avait compté 1,25 million de visiteurs. D'après Jean-Claude Giraud, le commissaire général, cela s'explique notamment à cause de la menace terroriste. On notait aussi l'absence notable de certains noms comme Ford ou Mazda, peut-être un tort car les commandes ont battu des records sur les stands. Aujourd'hui, Mercedes navigue en tête des berlines familiales premium innovantes avec sa nouvelle classe E. En attendant Audi et sa nouvelle A6, c'est d'abord BMW qui lance la riposte, avec l'inédite Série 5. Cette véritable Série 7 en réduction reprend toutes les innovations technologiques de sa grande sœur et entend bien tenir la dragée haute à ses concurrentes éternelles. On se demande pourquoi Toyota fut longtemps si seul sur le marché des compacts hybrides. Hyundai vient se mêler à la bagarre avec la toute nouvelle Ioniq. Monsieur Vincent Bernard, directeur du marketing, nous en dit d'ailleurs plus sur ce modèle aux écologiques. Ioniq apporte donc sur le marché une véritable nouveauté puisque c'est le seul véhicule à proposer ces trois types de motorisation. Et puis elle apporte un plaisir de conduire sans compromis avec des consommations de CO2 particulièrement basses, une boîte de vitesse DCT 6 rapports qui représente un véritable agrément de conduire. Le véhicule électrique quant à lui apporte également une nouveauté avec ce plaisir de conduire aussi bien à l'accélération qu'à la décélération, avec des palettes qui sont situées au volant, qui procurent au consommateur une véritable différenciation dans sa façon d'utiliser le produit automobile. Le public a pu découvrir la 10e génération de Honda Civic sur son stand lors du Mondial de l'automobile. Elle affiche toujours un look aussi sportif, encore plus qu'auparavant d'ailleurs. Avec ses 4,50 m de longueur, elle sera l'une des compacts les plus difficiles à stationner. Pour l'instant, elle n'est disponible à la commande qu'avec deux moteurs essence de 129 et 182 chevaux. Sa commercialisation interviendra dès le début de l'année prochaine pour des tarifs allant de 22 900 à 30 300 € en attendant la Type R. Et voici la nouvelle génération de Nissan Micra.
Oubliez sa bouille rondouillarde, la citadine japonaise change du tout au tout et repose désormais sur une plateforme de Renault Clio, optimisée par le constructeur nippon. Derrière ce look moderne ultra dynamique se cache un intérieur à la présentation et la qualité perçue supérieure à celle de la française. Elle adopte aussi des équipements dernier cri dignes du segment supérieur. Elle sera assemblée en France sur les chaînes de l'usine Renault de Flins. Et bien sûr, ne ratez pas sur notre site préféré, le blogauto.com, les essais ce mois-ci des deux nouveautés françaises majeures, le Peugeot 3008 et la Citroën C3, toutes deux passées au crible. Et puis nous prendrons l'air au volant de la Volkswagen Coccinelle Dune, histoire de prolonger l'été sur les routes de Corse. Enfin, on invite aussi à prendre connaissance de nos impressions au volant de l'inédit Audi Q2, son premier crossover compact. Tout de suite, et en exclusivité pour MaxiTest, nous recevons le nouveau patron de Peugeot, Jean-Philippe Imparato. Alors vous avez un profil qui est très international puisque vous avez exercé des responsabilités en Chine et en Amérique latine. En quoi vous pensez que ça peut vous aider pour vos nouvelles responsabilités? Ça va m'aider dans la compréhension de ce que signifie le client hors d'Europe pour la marque Peugeot. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de nos développements soient tirés par le client final. Donc comme j'ai vécu un petit peu en Amérique du Sud, comme j'avais vécu avant de rentrer dans le groupe d'ailleurs en Afrique du Nord et puis en Chine, ça me donne une espèce de kaléidoscope d'attentes clients qui sont extrêmement intéressantes pour faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire au moins la moitié de nos ventes en dehors d'Europe. C'est ça le défi qu'on se fixe, pour lequel on sera bien servi par la gamme actuelle, évidemment, mais c'est ça l'idée. Alors si je peux injecter ce que j'ai appris hors d'Europe dans nos développements, ce sera intéressant. Avec la fin du RCZ, vous vous retrouvez sans coupé, un type de carrosserie qui a pourtant porté chance à la marque Peugeot. Est-ce que cette situation s'avère transitoire? Alors, je ne dirais pas provisoire, parce que dans ce qui constitue notre corps modèle stratégie, nous avons 12 véhicules particuliers et on veut en lancer un par an et par région dans le monde. Donc vous voyez le volume de lancement que ça signifie, qui est assez spectaculaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chacune de nos gammes sera coiffée par un véhicule sportif. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque lancement sera à un moment donné coiffé par une offre qui vous donnera les sensations que vous aviez avec RCZ, c'est sûr. Le marché du cabriolet n'est certes pas brillant, mais il a été revitalisé en son temps par les CC. Est-ce qu'on a une chance de les revoir au sein des gammes Peugeot? Alors, pas à court terme, pour être très direct et très transparent avec vous. Pourquoi? Parce que le marché du cabriolet s'est écroulé, tout simplement, en Europe, et que je préfère privilégier des développements qui vous permettent d'avoir des voitures dont le contenu produit et dont le contenu monté en gamme est supérieur à ce que je pourrais vous donner si je mettais de l'argent dans des opérations de type CC. Mais enfin, on dit jamais pour jamais, mais ce n'est pas à court terme que nous reviendrons sur ce segment. Alors que l'autre constructeur mise encore sur les monospaces, vous choisissez clairement un parti différent avec 3008 et 5008 en choisissant les crossovers. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette stratégie est pertinente pour séduire les familles? On va dans le monde des SUV parce que vous voulez de la robustesse, vous voulez des grandes roues, vous voulez une position de conduite particulière, vous voulez une face avant verticale, vous avez besoin de cette robustesse et de ce design, mais vous ne voulez pas perdre la praticité de ce qui faisait votre monospace, 3008, 5008, et parce que vous êtes chez Peugeot, en plus, vous voulez les sensations de conduite d'une berline dans un environnement porté par le high cockpit qui vous donne l'émotion et les sensations d'une berline. C'est ça qu'on vous offre, c'est cette synthèse qu'on vous offre. Peugeot fait aujourd'hui du rallye raid et du rallycross. Ce sont des disciplines qui ont un peu moins de rayonnement médiatique que l'endurance ou le WRC. Est-ce qu'on peut espérer un jour revoir Peugeot dans ces disciplines? Alors ce qu'on peut dire, c'est que Peugeot n'abandonnera jamais le sport, que ce soit là-dessus, qu'on soit très très clair, pour plein de raisons historiques et de passion. Cette entreprise est portée par la passion du sport automobile et jamais on ne sortira de là. Deux observations. Pour ceux qui sont allés à l'OEAC cette année, dont je faisais partie, pour aller soutenir notre Dream Team en WRX, en moyenne 80 000 spectateurs par jour comme retour et une activité télévisée extrêmement forte.
et une activité réseaux sociaux extrêmement forte. Donc, ce championnat-là, qu'on est en train de suivre avec, excusez-moi du peu, un participant comme Sébastien Loeb par exemple, est un championnat qui est en train de prendre une dimension et qui a surtout un côté spectaculaire, extrêmement significatif. C'est très télégénique comme retour et en plus c'est passionnant. Donc on y reste. Et puis Dakar, c'est une grande aventure qu'on suit depuis maintenant, vous le savez, des années, qui est une extrêmement bonne démonstration de ce que l'on sait faire, à la fois en termes de compétition, fiabilité. Et ça, on ne veut pas l'abandonner. Donc c'est une signature qui nous raccroche à notre histoire, c'est une signature qui nous raccroche à l'idée que l'on se fait du sport en général, de l'international et de la proximité avec le public. C'est pour ça qu'on y va. D'accord, donc pas de retour vers l'endurance Dans un délai visible, pas prévu. Donc aujourd'hui, entre l'électrique et les différentes solutions hybrides, pour l'instant, la gamme Peugeot propose peu de modèles innovants en la matière. Quelle est la stratégie à venir et avec quelle technologie? Deux choses. Nous aurons une offre hybride, essence, plug-in, qui arrivera en 2019 et qui équipera la gamme Peugeot avec une vraie autonomie, c'est-à-dire minimum 60 km en zéro émission et 40% de consommation en moins. Ça, c'est un vrai avantage compétitif sérieux qui sera évidemment porté sur l'ensemble de nos véhicules à partir de 2019 dans une fenêtre qui ira de 2019 à 2021. Il en sera de même pour une offre full électrique, bien évidemment, qui sera intégrée à notre gamme dans la même fenêtre de tir. Jean-Philippe Imparato, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, notre hôte nous en a assez longuement parlé. Nous partons à présent essayer la voiture qui va probablement marquer le plus cette actualité de fin d'année. Il s'agit de la nouvelle Peugeot 3008. La mue de Peugeot continue. La marque fait monter en gamme chacun de ses nouveaux modèles et son icône du moment, c'est la dernière génération de 3008, complètement repensée, plus SUV que jamais. Look à couper le souffle et prestations en hausse à tous les niveaux, il n'a qu'une seule ambition, faire mieux que son prédécesseur, vendu à quelques 750 000 exemplaires. Et si on se mettait tout de suite au volant? Il faut dire qu'il a une sacrée gueule. Face à lui, on s'attend à ce qu'il dévore tout ce qui se présente sur son passage, à commencer bien sûr par l'asphalte. Avec son énorme calandre, il se montre aussi bien plus statutaire. Sa haute ceinture de caisse et sa faible surface vitrée donnent une touche de dynamisme, alors que l'arrière semble calqué sur celui d'un concept car. Il n'a plus grand chose à voir avec l'ancien. À bord, c'est Star Trek. Pourtant, on est bien dans le présent, voire dans le futur. Cet intérieur met un coup de vieux immédiat à tout le segment. On craque sur cette planche de bord façon cockpit de vaisseau avec ses deux écrans couleurs. La rangée de boutons au milieu de la console centrale ravira les fans de high-tech, sans oublier des matériaux qui rehaussent la qualité perçue. On se sent bien installé avec de la place, à l'avant comme à l'arrière, prêt à avaler les kilomètres avec le smartphone connecté à la voiture. D'ailleurs, question équipement, c'est vraiment complet. Alors voilà, nous nous trouvons enfin au volant de celle que nous attendons tous depuis longtemps et qui devrait être une des plus grandes actualités de cette année. Il s'agit de la Peugeot 3008. Alors ça fait un certain nombre d'années qu'on assiste à une véritable rédemption du côté du lion de Sochaux. Il y a eu la 208, la 308, mais la 3008 attaque un segment particulier puisqu'il s'agit du premier crossover que lance la marque au Lyon. Pour l'essayer, je vais vous amener entre Émilie-Romagne et Toscagne. Dans le cadre d'un road trip, on va passer quelques montagnes sympathiques. C'est parti! Sur la route, c'est aussi la surprise. Une surprise positive tant il se montre à l'aise malgré sa haute garde au sol. Et les routes italiennes en mauvais état de notre parcours ne lui ont pourtant pas facilité la tâche. Au contraire, elles ont mis en valeur la qualité de filtration des suspensions qui absorbent les bosses sans souffrir. Le confort se montre donc remarquable, et cela sans sacrifier l'agilité et le dynamisme. Car à ce niveau-là, le 3008 se place immédiatement dans le haut du panier. Il fait preuve d'une précision peu vue sur ce type de véhicule.
Le petit volant rend les montées de colle amusantes tant il ne rechigne pas à enchaîner les virages. Et cela sans faire appel à une quelconque technologie sophistiquée pour la direction. La boîte automatique à 6 rapports EAT6 fait preuve d'une douceur et d'une réactivité exemplaires. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec son étagement, le mode manuel fait parfaitement le job grâce aux palettes. Et puisqu'il s'agit d'un SUV, nous n'avons pas hésité à le sortir de la route pour se rendre sur des chemins un peu hostiles. Évidemment, sa hauteur lui permet d'effacer les trous sans coup férir. On peut même se permettre de mettre de la vitesse et partir exploiter certains coins de collines qu'il serait difficile d'atteindre en berline classique. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, Peugeot reconduit le grip control. Il ne s'agit toujours pas d'une transmission intégrale, et on nous dit pourquoi. Alors c'est un choix qu'on assume complètement. Chez nos concurrents, le 4x4, il est obligatoire dans les versions haut de gamme et il pénalise en fait la masse, la consommation et l'agrément de conduite. Or, la plupart de nos clients ne l'utilisent pas. Donc clairement, nous, on n'a pas voulu pénaliser nos versions haut de gamme avec une version 4x4 mécanique qu'on juge un peu lourd. En revanche, effectivement, on propose cette option grip control sur tous les niveaux et les moteurs de la voiture qui, pour le coup, ne pénalise pas la masse et qui vous permet de faire à peu près 95% des situations qu'on peut rencontrer avec un 4x4 mécanique classique. Question performance, sous notre capot rugit un 1,6 litre THP de 165 chevaux. Il se révèle être un bon compagnon de route. Il n'a pas la puissance des meilleurs concurrents du marché, mais il suffit largement pour amener sereinement les quelques 1,3 tonne de notre modèle. Avec 2 passagers à bord et l'équivalent d'un 3e en matériel, les collines de Toscane ne l'ont jamais vraiment mis en difficulté. Quel autre type de motorisation accompagneront ces belles prestations routières dans le futur? Réponse tout de suite. Clairement, le groupe travaille sur une chaîne de traction plug-in hybride essence. La nouvelle 3008, bien sûr, portera cette chaîne de traction à partir de 2019. Alors au terme de cet essai, on peut dire que la Peugeot 3008 est une voiture qui tient toutes ses promesses, que ce soit en termes de comportement routier, d'agrément, puisqu'elle est particulièrement bien insonorisée, mais aussi de frugalité, puisque malgré les routes montagneuses, j'ai eu du mal à dépasser les 8 litres pour une consommation donnée entre 6 et 7 litres en cycle urbain. Gageons que c'est une voiture qui saura trouver son public. Pour un modèle bien équipé, ressemblant à ce qui devrait faire le gros des commandes, il faudra débourser une somme d'environ 30 000 €, ce qui le rend compétitif face aux meilleurs du marché. Après l'avoir conduit, on se dit qu'il devrait rapidement s'envoler vers les sommets des ventes. Le contraire serait en tout cas surprenant. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons donc Paris, l'avenue de la Grande Armée, pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. Maxi Test vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.